Voilà. Vous avez souhaité aborder le sujet de l'intelligence humaine. Il semble que ce soit pour vous une des questions essentielles. Vous aviez même créé un parti, le Parti de l'intelligence, intelligence humaine, intelligence artificielle connectée l'une à l'autre, l'une avec l'autre, l'autre avec l'une. Pouvez-vous nous éclairer, nous dire ce que vous entendez par intelligence humaine ? On va donc faire une distinction ou une opposition ou une complémentarité entre une intelligence humaine et une intelligence artificielle. Et dans ces deux choses, cette complémentarité, on va voir que l'une s'englobe dans l'autre. L'intelligence artificielle est une extension de l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle, celle-ci, elle est complètement de l'intelligence humaine. Notre idée, notre ego nous en sépare. Et c'est pour ça qu'on a dit artificielle, et c'est juste, mais elle fait partie de notre intelligence, comme notre image dans le miroir fait partie de notre moi. Dans le cerveau, dans l'organisme cérébral, on a introjeté cette image et elle est complètement, organiquement, naturellement, une dimension du moi. Donc, on en connaît beaucoup, en fait, sur l'intelligence dite artificielle et sur l'intelligence humaine, parce que son système est à la base du psychisme. On l'a décrit très finement par la psychanalyse, justement, et à son point avancé, qui est celui de ce qu'on appelle la relation miroir. On a parlé de stade du miroir. Il s'agit du moment où l'être humain se voit dans la glace et voit qu'il s'agit de lui. C'est à ce moment-là qu'il va introjeter cette image pour l'absorber et l'assimiler comme son moi. Et c'est ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Nous avons construit un miroir. Hein, et nous sommes actuellement au stade du jeune enfant qui réalise que ce qu'il voit dans l'intelligence artificielle, ce qu'il pense être autonome de cette intelligence artificielle, en fait, n'est rien d'autre que l'image de soi. Il y a de cette manière une espèce de gradation que l'on va voir dans l'emploi de cette intelligence artificielle. On a vu actuellement, on découvre donc que une intention d'anéantissement de la médecine. Et on a vu que ça correspondait à un anéantissement de la civilisation, et que ça s'expliquait donc par des mécanismes psychologiques courants, pas très fréquents, mais enfin habituels, qui sont ceux de la dépression, de la mélancolie et du suicide, qui sont propres à l'humain et qu'on exprime actuellement de cette manière. Et ça se passe, les outils sont ceux de l'intelligence artificielle, c'est la surveillance, c'est les QR codes, c'est les molécules qui sont faites maintenant par des ordinateurs pour savoir quelles nanoparticules on va mettre dans une cellule ou des choses comme ça. Et
Le comble de cette situation d'anéantissement, de persécution et par le totalitarisme, hein, on retient ce mot, j'y reviendrai, pourquoi j'emploie des fois des mots qui sont très spécifiques et très classiques et très culturels. Donc le comble de la situation, c'est que ce totalitarisme émis par soit des dictateurs, des tyrans, des paranoïaques, hein, elle est émise, ou il est émis, avec la complicité de la population. En fait, c'est la population qui s'est projetée et qui met en système et en place ces bourreaux ou bien ces agents du suicide. Quand par exemple quelqu'un se met une balle dans la tête, c'est pas le pistolet qui le tue, le corps est complice du pistolet. Et le comble du comble, c'est que c'est bien, dans le sens où c'est bien ce qu'il nous faut, à savoir il nous faut développer une instance de surveillance, de dépendance. Il faut qu'on soit rattaché à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire exactement à la manière dont on intègre l'image du miroir, dont le petit enfant intègre son image dans le miroir, il se l'attache à lui-même, cérébralement, c'est lui, c'est sa représentation de lui, et nous devons nous attacher la réflexion. Nous devons, l'enfant s'attache les formules de réflexion du miroir, et la société doit s'attacher les formules de réflexion. Alors, bien sûr, tout ce qui sera nécessaire à partir de ce moment-là, c'est de comprendre que cette intelligence artificielle, elle n'est ni intelligente par elle-même, ce n'est pas non plus l'expression de l'intelligence du dictateur ou des bureaucrates, des fonctionnaires, des totalitaires, mais cette intelligence artificielle, c'est notre intelligence. Donc, l'objectif comme on dit, le passage du cap du miroir, ou le passage du stade du miroir, le passage du stade de l'intelligence artificielle sera celui où la population prendra l'intelligence, prendra la cybernétique, comme à la Révolution, la population, c'est un symbole, hein, mais a pris la Bastille. Et donc nous allons, où elle prendra l'Assemblée, elle prendra elle va prendre donc l'intelligence. Je l'ai évoqué précédemment par l'intermédiaire des communes. Oui. Y a-t-il une autre question qui pourrait complémenter celle-là? Donc, grâce à l'intelligence artificielle, les applications de surveillance se sont multipliées. Vidéosurveillance, algorithmes de connexion, fichiers croisés, etc. Nous sommes entrés dans un monde à la Philippe Cadic. Face à ces intrusions intimes, quelle liberté pouvons-nous revendiquer ? La première revendication, ce sera la liberté de l'intelligence, entre guillemets, artificielle. Mais on vient de voir que cette intelligence artificielle, c'est l'intelligence humaine. Hein. Mais dans le domaine, quand on fait l'analyse de l'ensemble des processus, on formalisera un des stades du raisonnement par l'expression donc d'une liberté de l'intelligence artificielle. Parce qu'actuellement,
la catastrophe, c'est-à-dire cette entreprise donc de suicide, tient au fait que l'intelligence artificielle est aliénée, capturée par... On avait parlé des supposés savoirs, par des sachants ou des prétendus sachants qui l'utilisent et qui tentent de la contrôler et finalement l'animent à leur image. Or, leur image est une image inhumaine. À ce propos, j'ai déjà fait quelques petites corrections dans les commentaires sur les 2 vidéos précédentes. Il y en a une que je n'ai pas faite et ici, que je prends l'occasion de faire, j'écorche le nom des dirigeants. Parce que effectivement cette nomenclature n'a pas lieu de diriger l'intelligence, n'a pas lieu de diriger la cybernétique. C'est à partir du nom que la carte d'identité, du passeport, que l'on identifie une personne autorisée à avoir une influence. Je veux dire que quelqu'un qui a cette folie paranoïaque de prétendre avoir une suprématie ou un contrôle sur l'intelligence artificielle, qui prétend aliéner la liberté de l'intelligence artificielle, cette personne ne mérite pas un nom. Elle ne mérite pas de nom, de même qu'il y a des gens, paraît-il, qui ne méritent pas de passeport. Tout simplement, au stade de dégradation et au stade de l'animation du suicide, il n'y a pas de... On appelle ça une abjection, et c'est Émile Durkheim, la sociologie française, qui a expliqué très bien ça dans la logique du suicide. C'est un des grands piliers des travaux de Durkheim. Donc, ces êtres se damnent à ce qu'on appelle l'anomie. Donc, il faut pour cela écorcher leur nom. Donc, où se situe la liberté dans ce contexte? La cybernétique, c'est-à-dire ce qu'on a appelé ensuite l'intelligence artificielle. La cybernétique a été, dès qu'elle a été créée, dès qu'elle est venue au monde, c'est l'œuvre de Norbert Wiener, c'était le responsable de la cybernétique. Aussitôt, les militaires ont frappé à sa porte et ont demandé, à l'État, ont tenté de manœuvrer afin que la cybernétique soit un secret militaire. C'était donc au moment de la cybernétique est apparue donc au moment de la découverte ou des technologies de l'atome, des guerres atomiques, des relations militaires entre les pays qui se munissaient de l'arme atomique. Wiener a réussi, sans doute partiellement, à éviter que tout cet outil, cet instrument, soit un secret militaire. Donc nous l'avons à notre disposition. Nous en servons, Facebook, YouTube, nos ordinateurs, voire nos médicaments, toutes ces choses-là, nous en servons publiquement.
la liberté elle dépend de la connaissance. Nous ne sommes libres que lorsque nous connaissons, enfin libre dans le sens essentiel, existentiel, lorsque nous connaissons notre environnement. Sinon, c'est une paranoïa, on a l'impression d'être libre. Mais en connaissant l'environnement, nous acquérons la liberté. Et pour connaître l'environnement, il faut que nous ayons l'information sur l'environnement. Il faut que nous sachions que la cybernétique, que l'intelligence artificielle est en grande partie dans les mains du secret militaire. Par exemple, c'est une hypothèse, hein, mais on va mettre l'hypothèse pour faire un exemple simplement d'étude, hein, de réflexion. Par exemple, le virus Covid pourrait être le fruit d'un laboratoire militaire ou d'une entreprise militaire. À ce moment-là, si c'était le cas, et si nous ne le savions pas, si ce n'était pas déclaré, à ce moment-là, nous ne connaîtrions pas bien notre environnement. Et par conséquent, notre liberté serait aliénée. Ce que on pourrait résumer, la manière dont on pourrait résumer Sartre appelait ça les chemins de la liberté. Il n'a pas été jusqu'au bout des chemins de la liberté. Quand je parlais du totalitarisme, j'entendais ce que Sartre avait décrit, théorisé, décrit les fonctions de la totalisation et de la totalisation de la totalisation. Ceci allait à l'époque avec la paranoïa critique de Dali et de Lacan, hein, qui décrivait l'interprétation paranoïaque et systématique des interprétations paranoïaques et systématiques. Donc, pour réorganiser ou utiliser cette compréhension sur ce schéma du totalitarisme avec la complicité de la population et de la surprise, hein, de l'intelligence artificielle par la population qui la reprend des mains des militaires, nous pouvons utiliser ces mots, ces petites sortes de slogans. C'est que, donc, au premier stade, nous assistons ce que nous constatons, c'est un anéantissement de l'hippocratisme, un anéantissement de la médecine hippocratique. Au moment du surréalisme, on pourrait dire que Dali aurait été là, il aurait appelé à une correction de cet anéantissement par une médecine, au lieu d'une médecine hippocratique, il aurait dit une médecine hypercratique. Or, c'est un petit peu ce que l'on a. Kratos, je pense, veut dire comme graphique, c'est du côté de l'écriture. Et nous avons actuellement une médecine hypercratique, au lieu d'hippocratique. Elle prétend avoir tout écrit et tout écrire. Le troisième domaine, celui que j'attribue à cette pensée de la commune, et ce sera à vérifier ensuite et à expliquer. On peut en décrire, lui prêter un mot qui serait celui d'une médecine, au lieu hippocratique, ça serait une médecine, ou c'est une médecine, où nous allons vers une médecine hyper pratique. Et ce mot pratique est celui que Sartre et Ronald Lang, c'est-à-dire de l'antipsychiatrie, inséré dans le totalitarisme. C'était ce qu'il appelait la praxis, la pratique.
Et c'est par la pratique du totalitarisme, en fait, que l'on arrive à le... Et il se démonte tout seul, il s'effondre. Hein. Et pour contrôler et survivre à cet effondrement, comme la Bastille qui est démolie, hein, pour démolir le totalitarisme par l'intérieur, par cette liberté que l'on prend de la donner, la liberté à l'intelligence artificielle, on peut appeler ça donc une médecine, une civilisation et une thérapeutique hyper pratique. On en reste là, et la quatrième vidéo sera à propos justement de la conduite politique et des communes, ou de la commune qui nous attend, alors auquel nous pouvons, vers laquelle nous pouvons nous avancer. Je vous remercie.